Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder ces quelques minutes. Bonjour, madame. C'est l'heure des fêtes approche, c'est le temps des bilans. Oui. Et dans votre bilan, vous avez dit il n'y a pas d'austérité, c'est une vue de l'esprit. Mais il y a quand même une réalité, M. Couillard. Qu'est-ce que vous dites à tous ces Québécois qui vont avoir pas mal moins d'argent dans leur poche l'année prochaine? Bien, je dirais d'abord que beaucoup vont avoir en fait plus d'argent dans leur poche et il faut rétablir certains faits, notamment autour des services de garde dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. Oui. La mise en place du crédit fédéral ajouté à nos changements font en sorte que pour une famille qui fait 75 000 par année, c'est 6,83 par enfant par jour. C'est pas du tout ce qu'on a dépeint comme situation où on a justement pris soin d'épargner la classe moyenne et les familles à bas revenus. Oui. Maintenant, la traversée est rude, mais on voit l'autre rivage qui se dessine, là, le rivage de l'équilibre budgétaire puis de la relance assise sur des finances publiques saines, et c'est au bénéfice de tout le monde. Et je pense qu'on peut être optimiste qu'on va arriver à notre objectif. Est-ce que ce n'est pas une façon de minimiser quand même cette austérité qui touche les Québécois, qui touche beaucoup Il y a une rigueur budgétaire qui est absolument indispensable. Il faut réaliser que le défi budgétaire du Québec, il est majeur. 7 milliards de dollars d'impasse à rattraper. C'est pas banal, c'est pas arrivé souvent au Québec. Mais l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est de nous laisser en déficit chronique, de continuer à augmenter notre endettement. Ça va plomber les familles, ça va plomber l'économie. Il est hors de question qu'on laisse le Québec dans cet état-là pour les prochaines années, et surtout pas pour la prochaine génération. Les jeunes qui vont diriger le Québec dans quelques années doivent retrouver la liberté de leur choix, la liberté d'action. Et nous, on veut baisser le fardeau fiscal des familles au terme du mandat, grâce à l'équilibre budgétaire. Mais quand on voit quand même que ça crée quand même des problèmes pour les Québécois, pourquoi l'urgence, M. Couillard? Parce qu'on ne peut plus se permettre de repousser à plus tard ce qui aurait dû être fait. C'est bien sûr qu'on aimerait parfois balayer les choses sous le tapis ou prétendre que les choses ne sont pas si urgentes ou si nécessaires, puis remettre ça à plus tard. D'une année, bien, on n'en a plus les moyens. Après 6 déficits consécutifs, avec une dette publique qui atteint 55 du PIB, ce qui, dans le contexte nord-américain, est important, et particulièrement dans le contexte canadien, on n'a tout simplement plus la place là, pour absorber des déficits supplémentaires sur 1 ou 2 ans de plus. Il faut rétablir l'équilibre, c'est absolument essentiel. Pourquoi? Pour d'abord nos marges de manœuvre, mais nos marges de manœuvre en vue, bien sûr, de continuer à diminuer notre dette et réduire le fardeau fiscal des familles, notamment la taxe santé. On ne déviera pas de cet objectif. Est-ce que vous craignez la décote? La décote, on y a échappé de près. Quand on est arrivé avec les chiffres du vérificateur général, les experts indépendants, Godbout, Montmarquette, qui ont fait leur rapport, je peux vous dire que la tension était palpable. Là, parce Donc, c'est ça que vous craignez? Bien, pour le Québec, en soi, c'est juste ça, sans parler des autres éléments, ce serait très négatif. Pourquoi? On est dans une période actuellement de taux d'intérêt historiquement bas. Mais cette période ne durera pas éternellement. Un jour ou l'autre, les taux d'intérêt vont remonter. Une décote ou une mauvaise cote de crédit augmente nos dépenses de paiement de la dette, qui sont déjà plus importantes que l'argent qu'on met dans les écoles primaires et secondaires. Alors, on n'a tout simplement pas, encore une fois, la marge de manœuvre ou le temps d'attendre pour corriger la situation. On va corriger la situation. C'est quand même pas les agences de notation qui contrôlent l'économie du Québec. Là. Ils contrôlent les finances publiques, qu'on le veuille ou non. C'est comme votre banquier, votre hypothèque. Qui détermine votre taux d'intérêt? C'est votre banquier. Qu'est-ce qu'il fait? Votre banquier, il évalue le risque, il évalue votre capacité de payer. Alors, pour le Québec, cette cote de crédit, c'est l'équivalent du banquier qui fixe notre taux d'hypothèque. Alors, actuellement, on veut continuer à bénéficier d'un taux qui est bas, compte tenu des taux qui sont bas en général, mais pas plus bas qu'ils ne sont non plus. Si on a le malheur d'augmenter ces taux d'intérêt-là, ça va juste augmenter notre impasse budgétaire et accentuer le problème. Mais est-ce que cette urgence, donc, d'agir pour l'équilibre budgétaire, est-ce que ça n'amène pas certains de vos ministres à faire certaines erreurs ou certaines maladresses, parce que je peux penser, par exemple, aux compressions dans les sciences, le magazine Les Débrouillards, l'agence Québec Science. Alors, on apprend ça, ça crée un tollé, on recule. Non, c'est pas parce que ça crée places fantômes. Là aussi, même chose. Alors, on veut punir les parents dont les enfants occuperaient des places fantômes. Là, on annonce des grosses pénalités. Après ça, on dit, la ministre dit, peut-être qu'on va revoir ces pénalités-là, peut-être pas autant, parce qu'il y a un tollé. L'alternative est pire. Il n'y a pas d'improvisation. Puis quand on s'aperçoit qu'il y a une coche mal taillée, comme les sciences, par exemple, moi-même, j'ai sauté sur mon fauteuil quand j'ai vu ça. Vous êtes un scientifique vous-même, Mon père est un de ceux qui ont bâti les expo-sciences au Québec. Alors franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on a, en plein dimanche, rapidement corrigé la situation. Ce n'était pas une décision politique. C'est certain que lorsqu'on est dans une opération de cette envergure-là, il peut arriver des choses comme ça. L'important, c'est qu'on s'en rende compte et qu'on les corrige rapidement. Mais il ne faut pas perdre de vue l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre, encore une fois, c'est les équilibres financiers du Québec, pas seulement pour nous, mais pour la prochaine génération, pour nous redonner un État québécois qui est à la hauteur de ce que nous gagnons, de ce que nous produisons comme richesse collective. Si on ignore cette réalité et si on fait semblant de ne pas la voir, nous nous condamnons collectivement à une impasse. Donc, c'est votre objectif. Mais les garderies, oui. Les tarifs de garderie, M. Couillard, dans votre programme électoral, vous parliez d'indexation des tarifs. On arrive avec une modulation des tarifs.
Vous avez renié une promesse? Bien, c'est-à-dire qu'on a adapté ce qu'on devait faire à la situation. Personne ne nous avait dit, puis je défie qui que ce soit, de dire que quiconque savait l'ampleur de l'impasse financière, y compris les autres partis d'opposition, quant au gouvernement, ils auront à en répondre. Est-ce qu'ils vraiment ils connaissaient ou pas la situation? Ce qui est certain, c'est qu'entre 1,3 milliard d'efforts, ce que notre cadre financier prévoyait dans la campagne, et 7 milliards, plus de 7 milliards maintenant, il y a un monde de différence. Il n'y a pas un peu d'enflure verbale là-dedans, dans ce déficit-là? Non. Si ça avait été fait par nous-mêmes, sur le coin d'une table, on pourrait se le demander. Mais d'abord, Godbout-Montmarquette, c'est des experts indépendants dont personne ne conteste la compétence. Le vérificateur général a contesté les chiffres, a confirmé les chiffres. Ce qui est clair, c'est qu'on faisait face sans action à 5,8 milliards cette année de déficit, 7,2 l'an prochain, ce qui est totalement incompatible. Donc, ça vous a obligé à renier une promesse. Est-ce que vous reconnaissez au moins ça? Mais on a sauvé l'essentiel. D'accord. On a sauvé l'essentiel. Je dirais même qu'on a amélioré le service de garde. D'accord. Parce qu'on l'a gardé pérenne maintenant, compte tenu de la situation financière du Québec. Et surtout, je répète, 30 des familles vont continuer à payer 7,30 par jour. 60 ne paieront pas plus que le 9 qui leur était promis. Pour les autres, c'est assez salé. Jusqu'à un maximum de 15 Oui, mais c'est quand même une augmentation qui n'était pas dans votre programme électoral. Mais à 200 000 de revenus familial par année, je pense que c'est raisonnable, compte tenu du fait que le coût réel d'une place est de 60 $. Alors oui, ça aurait été très agréable de se limiter à l'indexation si les chiffres des finances publiques avaient été différents. Comme on ne peut ignorer la réalité, prenons la réalité telle qu'elle est et profitons-en pour améliorer ce système, auquel je crois beaucoup, moi. Je voulais le préserver. Ça aurait été simple de faire une croix dessus et tout simplement passer à autre chose. Non, ce programme, il est bon pour le Québec, il est bon pour les femmes du Québec. On voulait le préserver, notamment la classe moyenne et les familles à bas revenus. On y est arrivé. Et je persiste à dire, et je répète, qu'on l'a rendu socialement beaucoup plus juste que ce qui existait auparavant. On sent quand même que dans la population, il y a beaucoup de gens qui sont assez d'accord pour qu'on fasse du ménage dans les finances publiques. Oui. Par contre, il y a une certaine incompréhension sur les critères. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? Alors, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez dit, est-ce que l'État doit s'engager dans tout ce qui est de plus cher, de plus luxueux? Oui, il faut apprendre à se dire ça à chaque fois. Bon, programme des garderies, ça n'existe pas dans le reste du Canada. Vous avez modulé les tarifs. On l'a maintenu. Alors, la suite, c'est quoi? C'est quoi le plan? Est-ce que ça veut dire que tous les programmes qui existent au Québec, mais qui n'existent pas au Canada, vous allez les revoir? Je pense à l'assurance médicaments, par exemple. Non, l'assurance médicaments, ça fait partie des soins de santé, justement parce qu'on a maintenu l'accès au Québec aux médicaments. Donc, vous n'y toucherez pas du tout? On va continuer à ajuster chaque année. Ça se fait chaque année, les primes et les contributions au comptoir, mais on va le préserver, ce système-là que tout le monde nous envie. Il coûte très cher, mais il est là pour une bonne raison. Donc, alors, quels sont les critères? D'abord, les missions essentielles. Prenez l'éducation. L'essentiel en éducation, c'est quoi? C'est pas les structures. C'est pas, avec tout le respect que j'ai pour elles, les commissions scolaires. C'est ce qui se passe dans la classe entre l'enseignant et l'élève. L'instant magique où l'élève a le goût de la réussite. Oui, mais les compressions, ça va toucher les élèves éventuellement. On n'aborde pas du tout l'éducation dans une logique budgétaire. C'est pour ça qu'on prend notre temps. Même les commissions scolaires, on ne sait pas trop combien vous allez économiser là, avec votre réforme. Le but, encore une fois, oui, bien sûr, on veut faire le mieux possible, au moindre coût possible, mais le but, avant tout, c'est de continuer à améliorer notre système d'éducation, qui n'est pas mauvais du tout en passant, qui est même bon à plusieurs égards, mais qu'on peut toujours améliorer. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. Ce qui se passe dans la classe, c'est l'essentiel. Donc, plus de pouvoir à l'école, plus de pouvoir aux enseignants, plus de pouvoir dans l'école de quartier, l'école de village. Et après, on voit ce dont on a besoin pour encadrer tout ça administrativement. Donc, le premier critère, c'est justement la définition de la mission essentielle. La mission essentielle de l'éducation, ce n'est pas administrer une commission scolaire, c'est enseigner aux enfants dans la classe. Même chose pour la santé, c'est soigner les patients, pas soutenir administrativement le réseau. Ensuite, il y a les valeurs de société qu'on a, auxquelles on tient, y compris l'équité, y compris la justice sociale. Et je reprends notre conversation de tantôt sur mais la justice sociale, vous allez dire ça aux employés du secteur public, qui n'ont pas l'air très contents là, avec les négos qui s'amorcent. C'est clair que l'argent ne pousse pas dans les arbres, comme disait Martin Coiteux l'autre jour. Est-ce qu'il va y avoir des compromis de la part de votre gouvernement? C'est une attitude de début de négociation. Il faut qu'il y ait une négociation, il y ait une conversation. Ce qui est clair, c'est que les demandes du mouvement syndical, telles que déposées, sont totalement en dehors du réalisme et de la capacité de payer des Québécois collectivement. Il y a un grand écart là, entre ce que vous offrez et ce qu'ils demandent. Mais il y a un compromis qui doit... Il y a des compromis. Il y a toujours une négociation qui doit être faite. Ce qui est clair, c'est que l'objectif budgétaire 15-16 doit être atteint. Il sera atteint. Il doit être maintenu après. C'est pas juste de l'atteindre, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui trouvent ça difficile, comme vous le dites vous-même, cette impression de rigueur budgétaire, si on fait l'équilibre en 15-16 et que 2 ans plus tard, ça recommence parce qu'on a laissé aller des dépenses, personne ne sera avancé, personne ne sera content. Alors, il faut qu'on maintienne cette rigueur budgétaire-là dans l'avenir. C'est très clair, 2 repères. On ne dépense pas plus qu'on gagne, même un peu moins, c'est possible. Et on n'augmente pas les impôts et les taxes des gens. Ce sont nos 2 guides fondamentaux.
Monsieur Couillard, depuis que vous êtes au pouvoir, on parle beaucoup de compression, on est beaucoup dans la colonne des dépenses, Oui. on coupe, on coupe, on coupe. Les premiers ministres libéraux, par tradition, ont toujours été les champions de l'économie. Oui. Pourquoi vous n'avez rien fait pour la relance aussi? Parce que là, on perd des emplois au Québec. Ça ne va pas très bien, l'économie du Québec. Vous comprendrez que je ne suis pas du tout en accord avec ce que vous venez de dire. On a investi en mesure de soutien de nos PME qui représentent 50 des emplois au Québec pour 1,6 milliard de diverses mesures, notamment des réductions de la fiscalité, des déductions pour le transport des PME manufacturières. On a au contraire agi de façon très déterminée et avec des effets à court terme. Mais c'est quoi les grands projets que vous avez pour relancer l'économie? Tout le monde sait que le plan Nord va arriver. Il va se faire sur plusieurs années, mais le plan Nord, c'est à court, moyen, long terme. Oui, avec la chute des métaux, est-ce que c'est pas un plan un peu Alors, autant fragile? Autant qu'on a une certitude que les taux d'intérêt un jour vont monter, autant on a une certitude que les taux des métaux vont changer avec les années. Il n'y a pas que du minerai de fer en passant dans le nord du Québec. C'est comme si on concentrait toute l'analyse du plan Nord sur le minerai de fer. C'est une partie importante des ressources. Ils sont moins élevés qu'avant, les cours, d'où la nécessité d'opérer à moindre coût et de faire en sorte que nos gisements soient accessibles, notamment par voie ferroviaire. Mais il n'y a pas, encore une fois, que du minerai de fer. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a des métaux rares, il y a de l'hydroélectricité, il y a d'autres énergies renouvelables. Il y a les activités sociales de développement avec les communautés qu'on veut tenir là. Il y a énormément de potentiel de croissance dans le Nord et on va le prendre à bras-le-corps puis on va le harnacher, ce Nord, au bénéfice commun. La stratégie maritime, c'est nouveau au Québec. On va la présenter. Les gens ne savent même pas ce que c'est, M. Oui, justement, il n'y en avait pas. Quand ça n'existe pas, il faut le créer. Mais il n'y a pas d'argent qui a été mis là-dedans. Oui, c'est faux. Il y a eu déjà des mesures fiscales, notamment pour les armateurs et les chantiers navals. Et on va continuer avec le soutien de la main-d'œuvre, avec les zones protégées, avec l'aménagement de nos zones portuaires. Et tout ça est très important pour le Québec. Pourquoi? Parce qu'avec le libre-échange avec l'Europe, le transport maritime est appelé à augmenter de façon considérable. Il faut qu'on réussisse à capter une partie de cette richesse-là chez nous au Québec. Un mot sur la langue, en terminant, M. Couillard, parce que vous avez prononcé un discours en anglais en Islande. On vous a beaucoup critiqué pour ça. Qu'est-ce que vous retenez des critiques et des reproches qu'on vous a fait? Quelles leçons vous avez tirées de ça? 2 ou 3, mais rapidement. D'abord, il faut quand même remettre la chose dans son contexte. J'étais en tournée internationale où tous mes discours ont été faits en français, y compris en Chine, en passant. Oui, je sais, mais celui-là, vous l'avez fait entièrement en anglais. Parce qu'il n'y avait pas de traduction simultanée et que c'était un congrès scientifique essentiellement. Maintenant, si c'était à refaire, je ferais comme j'ai fait à New York, à l'Association de politique étrangère, où j'ai fait le premier paragraphe en français. Les gens étaient contents. Ils ont dit, voilà un Québécois qui nous parle français. Et le reste s'est fait en anglais. Et personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire. Alors, si c'était à refaire, je le ferais de cette façon-là également. Encore une fois, le repère que je prends, c'est le discours que j'ai prononcé à New York au Foreign Policy Association, où j'ai fait le premier paragraphe un peu en humour, là, en français. Les gens étaient très contents. Et ça, donc là-dessus, on garde le cap. D'accord. Alors, en rafale, en terminant, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier en 2015? D'avoir eu le courage de maintenir l'objectif de l'équilibre budgétaire malgré l'ampleur du défi. Il aurait été si facile de tourner le dos et de dire qu'on réglera ça une autre fois, une autre année, une autre génération. Mais vous entendez la grogne, quand même. Je l'entends et je la comprends. Et je la ressens très bien. Mais je sais l'alternative. L'alternative n'est pas acceptable. Alors, on va y aller avec beaucoup de détermination pour atteindre nos objectifs, encore une fois, que je vous ai indiqué tantôt, plus de marge de manœuvre, moins d'impôts pour les gens et un Québec qui dépense à la hauteur de ses moyens. Avec le rapport du BAP sur le schiste, est-ce que c'est la fin de cette avenue pour le Québec? C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale, d'une part, pour les zones habitées. Il est clair également que sur le plan économique et financier, c'est pas trop intéressant actuellement. Vous voyez les prix du pétrole, du gaz. La logique, même la logique économique, j'aime pas les moratoires, mais je crois de toute façon qu'il n'y a pas grand intérêt à développer cette ressource uniquement sur le plan économique et financier, et que de toute façon, l'acceptabilité sociale n'est pas là. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Si la population n'est pas... il n'y a jamais d'unanimité, mais s'il n'y a quand même pas un bloc d'accord pour une pratique, actuellement, je ne vois pas l'intérêt de développer ça. S'il y a quelque chose que vous feriez différemment, qu'est-ce que ce serait? Bon, à part votre français. On a parlé du petit discours d'Islande, là, mais écoutez, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on est encore un peu dedans. Il faut prendre un peu de recul pour répondre à cette question. Peut-être qu'au début, je n'ai pas assez expliqué la destination. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi l'équilibre budgétaire? Pour toi, j'essaie d'en faire quand même, mais on peut toujours faire mieux. Pourquoi on doit le faire? Pourquoi on doit le faire maintenant? Pourquoi on ne peut pas attendre? Dans quel but? Dans le but de créer quel genre de Québec, quel genre de société, justement de préserver notre acquis. Et je vais porter une attention particulière au cours des prochaines semaines sur cet aspect de mon travail ou de ma mission. Et encore une fois, je vois le rivage, là, de l'autre côté de ce lac qu'on a traversé avec parfois un peu de houle. Et le rivage, il est intéressant pour les Québécois d'aujourd'hui et de demain. Alors, on verra ce que nous réserve l'année prochaine. Merci beaucoup, M. Couillard. Merci. Bonne année à tout le monde. Bonne année à vous. Merci. Merci.